Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. Et bien, on arrive à la fin de l'année, et pour cette fin d'année, puisque ce sera le dernier topo, on va reprendre l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Et bien, pour ce dernier topo, on va faire les céphalées secondaires aux urgences, parce que c'est un gros morceau tout de même, et c'est important d'avoir une idée de la façon d'appréhender le patient et les diagnostics. Alors, on va voir une partie d'introduction, comment classer les céphalées, les étiologies, comment examiner le patient. Est-ce qu'il y a des critères un peu d'orientation diagnostique et qu'est-ce qu'on fait face à un scanner normal? Pourquoi est-ce que c'est normal et quand est-ce qu'on fait par la suite une ponction lombaire éventuellement? Alors tout d'abord, un petit point par rapport aux céphalées secondaires et plus généralement les céphalées, eh bien, il y a 15% tout de même de la population qui présente et qui a présenté une céphalée intense, hein, dans les 3 mois précédents. Ça représente 2% des consultations aux urgences, ce qui est un motif fréquent de ce fait-là. Mais heureusement, il y a 95% de ces céphalées qui sont dites bénignes, en tout cas qui ne vont pas engendrer de problèmes significatifs. Alors parmi ces céphalées, il y en a qui sont brutales, il y en a qui sont plutôt inhabituelles, ou alors c'est un premier épisode de céphalée, d'autres dont le traitement habituel sera inefficace ou a été inefficace, et bien d'autres encore représentent plutôt l'intolérance des tableaux plutôt chroniques. Encore un petit détail dans cette introduction, l'intensité ne définit en rien la gravité d'une céphalée. Alors, il faut bien classer tout d'abord les céphalées. Il y a les céphalées dites primaires, j'en ai évoqué succinctement les tenants et les aboutissants avant, mais pour faire simple, eh bien, il n'y a pas de risque vital ou fonctionnel pour le patient. C'est juste, entre guillemets, handicapant, donc ce sont les migraines à type, les migraines, pardon, les céphalées, j'allais dire, primaires, hein, à type de migraine, donc dans 15% des cas, ou des céphalées de tension. Ça peut représenter, suivant les séries, de 80, alors de 2 à 80%, c'est plus une fourchette à cette heure-là, mais bon, les algies vasculaires de la face et d'autres choses de la sorte, mais dont on ne parlera pas dans cette vidéo. Nous, ce dont on va parler, c'est les céphalées secondaires, donc secondaires à quelque chose, à une affection vasculaire, à un traumatisme, à des pathologies, etc. Bref, toutes ces étiologies ont éventuellement des conséquences pour le patient. Ça peut être un risque vital ou fonctionnel, mais c'est en général quelque chose qu'il va falloir rechercher et bien sûr éliminer. Alors, pour les céphalées, on a une classification, il va falloir les caractériser. Ça, c'est très très important. Il y a plutôt les céphalées d'installation brutale. Donc, brutale, ça veut dire installation dans l'heure. Le patient est en mesure de nous donner l'heure exacte à laquelle il a eu les symptômes. C'est vraiment en pic. C'est celle-là qu'on va développer par la suite. Il y a les céphalées progressives, mais récentes tout de même, qui sont parfois en marche d'escalier, et il y a les autres, donc les céphalées progressives récurrentes, les céphalées chroniques quotidiennes de plus de 6 mois, bref, tout ce lot de pathologies, de céphalées, eh bien, on ne les détaillera pas dans ce topo, peut-être une prochaine fois. Nous, on va plutôt regarder les céphalées brutales, donc ce sera l'HSA, hein, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, et les autres hémorragies, le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Alors je dirais par la suite SVCR, tout ce qui est dissection et thrombose, les problèmes au niveau des artères, les thromboses veineuses et cérébrales, enfin thrombose veineuse cérébrale, pardon, infarctus cérébral nécrose-pituitaire. Quant aux céphalées progressives récentes, on verra la méningo-encéphalite, l'HTIC, l'inverse, l'hypotension, les céphalées post-traumatiques, l'artérite temporale et d'autres étiologies succinctement. Alors, pour les céphalées brutales, eh bien, on va les voir à peu près une par une, sans forcément rentrer énormément dans le détail, mais avoir vraiment les éléments importants. Donc, la première, c'est l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc là, c'est le saignement dans l'espace sous-arachnoïdien. Merci pour ces détails. Il existe une règle qui est intéressante à connaître, c'est la règle d'Ottawa, alors ce qui porte le même nom d'ailleurs que pour la cheville. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Ottawa. Ça permet d'éliminer une hémorragie sous-arachnoïdienne s'il n'y a aucun des signes. C'est-à-dire qu'au moindre signe, s'il y en a un seul qui est positif,
on peut évoquer une hémorragie sous-arachnoïdienne. Chez qui on peut le faire? Chez les patients de plus de 15 ans, dont la céphalée est intense et installée dans l'heure, sans traumatisme et sans déficit neurologique, sans antécédent. Donc ça fait beaucoup de si. Et quels sont les points? Donc le premier, c'est la sensation, alors pour vous en rappeler, j'ai un moyen mémotechnique qui est saigne, c'est la surpression, l'effort, le valsalva, vous voyez toutes ces choses-là. L'âge à plus de 40 ans, donc céphalie brutale du sujet de plus de 40 ans, il faut l'évoquer, hein. Même le sujet jeune, parfois, vous voyez, si c'est immédiat, dit en coup de tonnerre, dans la minute, on ne peut pas l'éliminer non plus. Une gêne à la nuque, alors ça peut être une gêne, mais aussi une douleur, une raideur, une nuque qui est un peu limitée, une petite irritation comme ça, et un évanouissement, alors c'est-à-dire perte de connaissance initiale vue par un tiers. Si le patient vous dit j'ai perdu connaissance, bon, je ne sais pas trop si on peut s'y fier. En tout cas, la clinique, eh ben, c'est devant une syncope, un syndrome méningé, vous voyez, des signes de focalisation. Mais il faut retenir que toute céphalie brutale, c'est une hémorragie sous-arachnoïdienne jusqu'à preuve du contraire. Et les causes, ben, souvent il y a une rupture d'anévrisme dans 85% des cas. Et donc, pour les examens, ce sera un scanner cérébral en urgence, injecté si c'est négatif, et même si c'est positif, il faut l'injecter aussi pour éliminer ce fameux anévrisme. Et en cas de doute, une ponction lombaire qui est dite dans les recommandations systématiques, même si la douleur cède, pour le fameux signe, l'axanthochromie. Et globalement, plus on arrive tôt dans plus on examine précocement le patient et on réalise le scanner précocement, plus on peut se permettre de surseoir la ponction lombaire. Puisqu'en fait, si on injecte un scanner cérébral, techniquement, jusqu'à 12 heures, on est quasiment sûr du diagnostic, on peut se passer de la ponction lombaire. Par contre, ça devient un peu moins sensible. Donc attention à ça. Si on a plus de 12 heures de la céphalée qui s'est installée, même si le scanner cérébral est même injecté est normal, il faut quand même faire la ponction lombaire, c'est plus sage. Ensuite, on arrive donc au syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, au SVCR, donc c'est une anomalie transitoire réversible du tonus artériel cérébral, donc il y a vasoconstriction, vasodilatation un peu multifocale. Qu'est-ce que la clinique? Eh bien c'est la céphalée en coup de tonnerre, mais qui est parfois récurrente, elle évolue par épisode. Alors parfois il y a des signes focaux, hein, parfois il y a de l'épilepsie, mais pas toujours. Vous voyez, ça fait beaucoup de parfois. Les épisodes, ils durent entre 5 minutes et quelques heures. Ça peut s'étaler sur 1 à 3 semaines. C'est favorisé par l'effort, par l'émotion. Et en gros, c'est un tableau d'hémorragie sous-arachnoïdienne, mais sans malformation, à ponction lombaire normale. Les facteurs de risque, c'est la prise de cannabis, surtout, hein, c'est vraiment décrit. Cocaïne, les ISRS, les congestionnants nasaux, les triptans, il y a plusieurs choses. Mais des fois, il y a des patients qui n'ont rien, hein, comme facteur de risque. Le scanner cérébral peut être normal dans les 5 premiers jours, et donc il va falloir réitérer l'imagerie. Même l'IRM cérébral peut être négative. Si on a un doute pour les complications, pour le PRES syndrome, par exemple, on peut aller jusqu'à l'IRM, c'est mieux en général, hein. Et retenez que les complications, ça peut être un infarctus ou une hémorragie, une dissection artérielle, le PRES, bref. On l'oublie souvent, mais c'est quand même une cause de céphalée en coup de tonnerre fréquente à 10 à 45% des cas. Très peu de descriptions jusqu'en 2007, et puis par la suite ça explose en termes de diagnostic, et donc on se rend compte que c'est quand même de plus en plus fréquent. Ensuite, eh bien, il y a tout ce qui va être dissection, thrombose artérielle. Alors je l'ai mis dans le même lot, puisque c'est un peu quelque chose qui se passe dans la lumière du vaisseau sanguin, donc c'est un hématome ou une occlusion du flux, quelque chose qui se passe au niveau de la paroi. Même s'il faut faire la différence entre les deux, c'est pas exactement la même chose, mais le tableau comprend souvent céphalée, cervicalgie, on descend un petit peu, vous voyez, cervicalgie, quelque chose qui monte. Il y a des signes en regard de cette dissection ou de l'hématome, il peut y avoir un syndrome de Claude-Bernard-Horner, une atteinte des différentes paires crâniennes, plutôt basse située, vous voyez. Donc on regarde bien le voile du palais dans la bouche, on tire la langue, etc. Il peut y avoir des acouphènes pulsatiles. Alors ça peut être aussi un ménière, mais ça peut être une dissection. Et il y a des signes d'ischémie, forcément, puisque ça obstrue le flux.
sanguin. Les facteurs de risque, c'est un peu plus le sujet jeune pour la dissection, pour la thrombose artérielle, un peu plus le sujet jeune. Les causes traumatiques, manipulation à rechercher absolument, et l'hypertension, le scanner cérébral et les TSA injectés à ce moment-là, injectés obligatoirement, sinon on ne verra pas, qui sont tout de même, pour voir la lumière des vaisseaux, c'est plus sensible, c'est mieux le scanner injecté que l'IRM. Et les complications, bah, c'est de l'ischémie, parce que s'il n'y a plus de flux, il y a de l'ischémie. Ensuite, la thrombose veineuse cérébrale, bah, c'est une occlusion veineuse, hein, du système de drainage veineux, donc c'est un peu redondant comme explication, mais c'est un peu ça. La triade, il y a les céphalées, alors peut-être un peu plus progressive que vraiment aiguë, avec un déficit neurologique qui peut être à bascule, avec de l'épilepsie, mais encore une fois, hein, il y a 25% des cas, une fois sur quatre, il n'y a qu'une céphalée, isolée. Donc il faut quand même se méfier. Les causes, bah, soit il n'y a pas grand-chose, hein, ou alors une pilule, une thrombophilie, mais regardez quand même localement, une cause ORL, une infection n'est jamais exclue, il faut absolument les rechercher. D'ailleurs, c'est une des complications des infections ORL. Les dédimères, non, 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 puisque 25% de faux négatifs, et un scanner cérébral injecté ou une IRM cérébrale pour faire le diagnostic, bien sûr. Quant aux complications, bah, infarctus, hémorragie, et à ce moment-là, même si ça saigne, bah, il faut lever l'obstruction, donc il faut anticoaguler même s'il y a un saignement, donc ça peut être des fois compliqué pour la prise en charge. Et le dernier parmi les céphalées brutales, alors l'infarctus cérébral, oui rarement, attention, hein, à mettre entre guillemets, et la nécrose pituitaire. Alors là on part dans du rare, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Bah, l'étiologie, hein, enfin la physiopathe, c'est une mort cellulaire, neuronale, par une anoxie de cause variable. La clinique, ça peut être parfois des signes de focalisation. Alors, en général, il y a quand même des signes de focalisation, hein, ça c'est sûr. Mais parfois, c'est minime. Des troubles visuels, si on est au niveau du pituitaire. Parfois oculomoteur. Alors, c'est rarement douloureux. C'est pour ça que je le mets, attention, c'est très rarement douloureux. C'est une certaine physiopathologie, un peu complexe, mais le cerveau en lui-même ne fait pas mal. Le parenchyme ne fait pas mal. C'est l'atteinte d'autres parties, hein, c'est les méninges, etc. C'est le vaisseau en lui-même qui fait mal, mais ce n'est pas le cerveau lui-même qui fait mal. Parce que l'AVC, normalement, ne fait pas mal. Il est s'encéphaler. Bref, par rapport aux troubles visuels, juste qu'on détaille un petit peu, donc si une atteinte au niveau de la loge pituitaire, c'est une hémianopsie bitemporale. Vous voyez, c'est les deux champs vers l'extérieur, un peu comme les chevaux là, qui ont les œillères, bah, c'est pareil. C'est le même déficit. Et à ce moment-là, c'est plutôt une nécrose pituitaire, où on le décrit aussi dans les atteintes suite à la prise d'éthambutol. Bon, je vous le mets comme ça, vous l'aurez, mais c'est extrêmement rare. Et bah, la cécité unilatérale monoculaire, c'est plutôt la cérébrale antérieure versus l'hémianopsie latérale homonyme. Donc ça, c'est le patient, il ne voit pas d'un côté du champ visuel. Soit il ne voit pas à droite, soit il ne voit pas à gauche, mais c'est des deux yeux. C'est important à rechercher puisque c'est souvent méconnu tout de même et il faut le mettre absolument dans l'examen clinique neurologique s'il y a une suspicion d'AVC. Le diagnostic, plutôt l'IRM cérébral que le scanner, c'est plus sensible et on le voit mieux. Donc bah, parfois ça peut être compliqué d'avoir l'IRM cérébral. Bref, si on revient aux catégories de céphalées, on a fait les céphalées brutales dans l'heure, maintenant on va voir les céphalées progressives récentes, qui sont pas moins dangereuses, attention. Donc l'une des plus connues, enfin des plus connues, qu'on redoute le plus, c'est la méningo-encéphalite. Bien sûr, donc cette inflammation du système nerveux, ça peut être une infection, ça tout le monde y pense, mais ça peut être néoplasique ou dysimmunitaire, attention. Donc tout patient qui vient pour céphalée fébrile, il faut absolument porter un masque. Pour tous. Réflexe, céphalée fébrile, un masque. Même si c'est une simple grippe ou peut-être parce que il a eu chaud, il a couru, c'est un masque, on ne sait jamais. La clinique, je pense que vous la connaissez, vous l'avez déjà vu, syndrome méningé fébrile, donc céphalée, photophonophobie, raideur de nuque. Fébrile, plus ou moins, plus ou moins. On n'attend pas la triade et l'engagement, le décès, pour être certain du diagnostic. Parce que c'est que 50% des cas où on a la triade complète. Le diagnostic, comment on le fait, bah, la ponction lombaire. Parfois l'IRM cérébral est nécessaire aussi.
Et les traitements, je le mets quand même parce que c'est l'urgence thérapeutique, hein, antibiothérapie, antiviraux, mais aussi dexaméthasone, quand on n'a pas le diagnostic exact, microbiologique. Je vous laisse vous référer à la vidéo qui est disponible sur la chaîne pour les détails. Ensuite, on a les syndromes d'hypertension intracrânienne. Là, c'est pareil. C'est globalement typique et parfois caricatural. La triade, c'est la céphalée plutôt intense le matin, mais des fois, on n'a pas toute la triade, hein. Les triades, c'est la caricature extrême, mais il ne faut pas toujours attendre la triade, la fameuse, pour poser les diagnostics. Les vomissements, c'est pareil, les vomissements qui soulagent les céphalées, c'est méningisme, il faut aller à la ponction lombaire, il se passe quelque chose, c'est de l'HTIC, il y a quelque chose, hein. Les signes visuels, hein, c'est vraiment HTIC et ou thrombose veineuse cérébrale. Donc là, on parle d'un flou visuel, d'une paralysie du 6, donc il ne peut pas regarder sur le côté. Parfois des éclipses visuelles, œdème papillaire au fond d'œil, si on sait le faire. Et il y a donc l'HTIC symptomatique de quelque chose, donc avec un risque d'engagement. Exemple, le traumatisé crânien qui vient avec des signes, une anisocorie ou une mydriase, peu importe, hein, qui a des signes de focalisation, il y a quelque chose, sûrement un extradural peut-être, et l'HTIC idiopathique. Plutôt la jeune femme obèse pour caricaturer encore une fois, mais c'est important d'avoir les caricatures pour faire les diagnostics plus difficiles. Le risque, c'est la cécité, puisqu'il y a une atteinte au niveau du nerf optique. Et le diagnostic, c'est scanner cérébral, idéalement en IRM cérébral. Et si on n'a rien, une PL avec mesure de pression. Et voilà pour le syndrome d'HTIC. Après, il y a le syndrome au contraire, après l'hypertension, l'hypotension intracrânienne. Et bien à ce moment-là, ce sont des céphalées qui peuvent être dues, donc post-ponction durale, c'est une baisse du pression du liquide cérébrospinal, quelques heures après le geste, plus ou moins progressif ou brutal. Et sinon, il y a une hypotension intracrânienne qui est spontanée suite à une fuite du LCR par une brèche ou un traumatisme crânien ou du rachis. Les premières, typiquement, c'est les céphalées qui sont plutôt debout, il n'y a pas assez de pression, du coup, c'est soulageant, c'est mieux quand on est sur le dos, c'est calmé en 15 minutes, hein. Vraiment, dans la forme typique, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les examens. Parfois, la caféine peut aider. Quant aux formes spontanées, secondaires aussi, par exemple un traumatisme crânien, c'est plutôt progressif que brutal. Et la céphalie, encore une fois, plutôt orthostatique. Il peut y avoir des troubles un peu auditifs, vestibulaires, plus ou moins, nausées, paralysie du 6. Et le diagnostic, encore une fois, mieux fait à l'IRM injecté, au GADO. Vous voyez, il y a un rehaussement au niveau des méninges, les ventricules sont tout plats. Bon, c'est relativement rare tout de même, hein, mais il faut l'avoir en tête peut-être, je pense. Les céphalées post-traumatiques aiguës. Alors aigu, il y a subaigu, suraigu et puis un peu plus chronique. Donc immédiatement dans les quelques heures, quelques minutes après le traumatisme, bon, tout ce qui saigne, je ne vous fais pas l'offense de vous le rappeler et de l'éliminer, mais par la suite, jusqu'à 7 jours, il faut quand même éliminer une céphalie secondaire, évidemment, donc je ne m'attarde pas. Ensuite, tout ce qui est artérite temporale, c'est une artérite, hein, des vaisseaux de la tête et du cou, plutôt de la carotide externe. Ça concerne le sujet âgé. Et ça, c'est une maladie de Horton jusqu'à preuve du contraire, céphalée du sujet âgé, avec des douleurs plutôt en ceinture, donc des épaules, un peu des hanches, parfois une altération de l'état général, une claudication de la mâchoire, de la langue, le signe du peigne, donc quand il se passe le peigne au-dessus de la tête, ça fait mal. Et ça peut aller dans le cas extrême de nécrose, hein, dans le territoire de la carotide externe. Il y a parfois un syndrome inflammatoire biologique, c'est pas toujours le cas, attention, hein, quand on me dit il n'y a pas de CRP, c'est pas Horton, c'est faux, puisque ce sont un regroupement de symptômes cliniques, biologiques et paracliniques qui donne un score, et ce score, s'il est supérieur à 6, c'est une maladie de Horton. Donc surtout, obligatoirement, plus de 50 ans. Et après, il y a différents signes. Par exemple, la CRP, c'est 3 points. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de CRP qu'il n'y a pas de Horton, hein. La biopsie de l'artère temporale, c'est 5 points quand c'est positif.
Donc à un moment donné, la CRP négative n'élimine rien. Il faudra faire une imagerie pour exclure les différentiels. Et voilà, c'est une pathologie qui est quand même fréquente. Et c'est une urgence thérapeutique, hein, parce qu'il y a des risques de perte de la vue. Donc il faut instaurer une corticothérapie et vraiment garder le patient si on a le moindre doute. Et les dernières choses, c'est les autres causes plus locales, entre guillemets. Cause ORL, par exemple sinusite, glaucome aigu à angle fermé. Donc là, on aura vraiment les symptômes autres qui peuvent prédominer, mais pas toujours, pas toujours. Et il y a les intoxications au monoxyde de carbone. C'est plutôt l'hiver, contexte d'endroits clos, etc. Et la iatrogénie. La iatrogénie, méfiez-vous, hein, tous les nouveaux traitements instaurés récemment, ça peut donner des céphalées. Et voilà, pour l'intoxication au monoxyde de carbone, il y a aussi la vidéo disponible sur la chaîne pour l'examen du patient. Maintenant, un moyen pour vous mettre un peu les choses carrées, riche. Récent ou non, l'installation dans l'heure pour le caractère brutal, le contexte particulier, l'activité, est-ce que c'est survenu au repos, suite à la prise d'un médicament, est-ce que c'est habituel ou non, et après tout l'examen général. Donc là, il y a de quoi mettre, hein, fièvre, méningite, vomissement, etc. Méfiez-vous des vomissements qui soulagent, hein. Souvent, il y a quand même pas mal de diagnostics de méningite, je trouve, ou d'organicité. Les vomissements qui soulagent, il faut vraiment s'en méfier, hein. Ensuite, comment s'orienter sur certains signes? Un petit moyen mnémotechnique, sapin. Donc le sapin pour sueur, chauffage collectif. Donc méningite, sueur, fièvre, hein, monoxyde de carbone, les toxiques, etc. Le patient âgé, AEG, douleur en ceinture, l'artérite, donc maladie de Horton. Le postpartum, la pilule, tout ce qui va être SVCR, thrombose veineuse, l'hypotension, hein, pour aussi la femme, l'hypotension cérébrale. L'immunodépression méningo-encéphalite, ça peut être associé. Les néoplasies sous-jacentes. Il peut y avoir des métastases. Méningite carcinomateuse, c'est possible aussi. Et après, ABCDE, aggravé comment allongé, donc HTIC plutôt, ou debout, hypotension. Caractère brutal, ça c'est l'HSA. Cause vasculaire, méfiez-vous du caractère brutal, hein. Brutal, c'est plutôt du vaisseau quand même, hein. Cervicalgie, traumatisme, manipulation, tout ça il faut demander. Dissection, occlusion du tronc basilaire, ça c'est déjà vu. Les drogues, donc SVCR, HSA, pareil, hein, donc cocaïne, cannabis. Et tout ce qui est déclenché par l'effort, le Valsalva, la toux, l'effort de défécation, HTIC, l'SVCR, encore une fois. Le scanner cérébral, je vous l'ai dit, il peut être normal, surtout a fortiori s'il est non injecté. Vous voyez, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, alors minime, c'est sûr quand ça saigne énormément, on le verra, c'est certain. Mais 7% déjà c'est ça, HSA, pas facile à dire. Après 24 heures, il n'y a rien. Et même des fois à 12 heures, si c'est sur un minime saignement, on ne voit rien. Donc se méfier, SVCR c'est pareil, on ne voit pas. La dissection artérielle, on ne voit quasiment jamais. La thrombose veineuse cérébrale, on a quelques signes, on en voit de temps en temps, hein. Mais il faut l'injecter. Et puis le reste, c'est pareil, on voit quasiment jamais rien. Donc bref, la liste serait très longue. C'est pas parce que le scanner cérébral est normal que ça élimine forcément l'organicité. Et la ponction lombaire, juste un petit mot, parce que je vous ai dit qu'on allait avoir un petit mot dessus. Les indications sont on retient au nombre de 3. S'il y a une suspicion d'hémorragie sous-arachnoïdienne, avec une imagerie normale, même si les céphalées ont disparu et que l'installation était il y a 12 heures. En gros, jusqu'à 12 heures, s'il y a un scanner cérébral injecté qui est fait et qui est normal, franchement, on a moins de 0,5% de passer à côté du diagnostic. Donc, c'est tolérable, c'est tolérable. Par contre, si on est à plus de 12 heures avec un scanner cérébral injecté, ça ne veut rien dire. Donc, il va falloir quand même se poser la question de la ponction lombaire s'il n'y a pas un autre diagnostic. S'il y a une suspicion de méningite infectieuse, donc céphalée fébrile, on le fait d'emblée, sans imagerie, sans bilan, en respectant les contre-indications bien sûr. Allez voir le topo sur la méningite sur la chaîne si vous avez des questions là-dessus. Si une suspicion d'hypertension intracrânienne avec une imagerie qui ne pose pas le diagnostic, c'est pareil, ce serait une indication à faire, la ponction lombaire. Je vous rappelle juste les contre-indications, parce que faire ce geste, c'est pas très agréable, mais ça peut sauver des vies. Alors, il ne faut pas non plus se jeter
dans le dos des patients à chaque fois. Mais en gros, les contre-indications, bah, s'il y a une infection locale au site de ponction, oui. S'il est instable sur le plan hémodynamique ou respiratoire, ça paraît évident, mais bon, il faut le rappeler. La chose un peu moins évidente, s'il y a des troubles de l'hémostase connus, donc une coagulopathie ou une thrombopénie inférieure à 50 Gg par litre, et s'il y a un traitement anticoagulant à dose efficace. Donc juste par exemple le patient qui est alité sous l'Ovenox préventif, là c'est pas... Alors ça peut saignoter un petit peu plus, mais c'est pas une contre-indication. Bien sûr, CIVD et saignement spontané, ben non, on n'y va pas. Et s'il y a des signes d'expansion, enfin de quelque chose qui pousse ou un engagement cérébral, un signe de focalisation, on n'y va pas bien sûr, ou encore des crises convulsives persistantes, là on n'y va pas, il faut une imagerie avant. Et donc voilà, on arrive au point clé maintenant, ça fait 25 minutes, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Les céphalées fébriles qui arrivent aux urgences, on se protège, on porte des masques, on met des gants. L'intensité ne veut rien dire par rapport à la gravité. La céphalie brutale dans l'heure, c'est une HSA jusqu'à preuve du contraire. Celle qui est progressive, c'est une hypertension intracrânienne jusqu'à preuve du contraire. Celle qui est fébrile, c'est la méningite, on vient d'en parler, je le rappelle. Le patient âgé, j'allais dire, mais bon, 50 ans, on est encore dans la fleur de l'âge. Donc ça, c'est la maladie de Horton. Et pour vous rappeler les moyens mémotechniques pour établir un peu les questions quand vous êtes face aux patients pour rien manquer, riche, sapin A, B, C, D, E. Et puis voilà, normalement vous raterez rien avec tout ça. Et voilà, c'est la fin du topo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications, bien sûr, pour ne pas rater les prochains épisodes. Et de mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve, j'allais dire l'année prochaine, mais je ne vais pas vous faire cette blague. Prenez soin de vous. À plus.